Le prix hors concours 2023 est attribué à La Vallée des Lazars, paru aux éditions Agilo. Bonjour Sofiane Kadoua. Bonjour. Alors, je suis très content de vous rencontrer. Alors, je vous rencontre pour la deuxième fois, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un mardi 28 novembre 2023, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est ça. Oui. Et ce soir-là, vous avez reçu le prix hors concours 2023. Alors, vous êtes le lauréat du prix hors concours 2023. Je le précise parce que j'ai un partenariat avec le prix hors concours et que j'interviewe aussi la mention spéciale de Caroline Bouffot de ce même prix. Mais donc là, vous êtes le grand lauréat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu une sélection déjà de 40 livres. Alors ça, c'était un jury un peu populaire sur Internet. C'est ça, oui, c'est ça. De ces 40 livres, on gardait 5 ouvrages. Et de ces 5 ouvrages, là, il y a eu un jury professionnel de critiques littéraires, de journalistes littéraires. Et vous avez eu cet honneur de remporter le prix hors concours. Donc bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et vous avez, bien sûr, vous êtes lauréat pour un livre, évidemment. C'est votre premier livre qui s'appelle La Vallée des Lazars et qui est paru aux éditions Agulot. Donc Agulot, c'est une maison bordelaise et on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait déjà d'être lauréat d'un prix pour son premier roman ? Je suis très heureux et très fier. J'ai mis du temps à me répéter très souvent, oui. J'ai gagné un prix avec ce premier roman, j'en étais très heureux, j'en suis très heureux. En fait, comme j'ai dit, le soir de l'événement, le soir du 28, je suis très heureux que le roman existe encore, en fait. Ça fait 9 mois et il vit encore, notamment grâce à ce prix. Et grâce à ce podcast aussi. Et c'est pas banal pour un premier roman dans une petite maison d'édition. Et donc, ça me rend très heureux. Je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai que le rythme de l'édition en général, on va se pencher un petit peu sur l'Académie hors concours parce que une des spécificités effectivement de ce prix, c'est qu'il s'intéresse à des maisons d'édition indépendantes. Oui. Donc, maison d'édition indépendante égale, on n'appartient pas à un très grand groupe comme il y en a en France, et donc c'est plus des petites maisons souvent. Et c'est vrai que face à l'avalanche de titres, je ne sais plus, alors par exemple, on cite souvent la rentrée littéraire de septembre avec ses 600 et quelques nouveautés, en général, c'est à peu près la jauge. mais je regardais récemment, oui, on parlait avant cet entretien du salon du livre des presses de jeunesse de Montreuil. Et alors, j'ai même pas retenu le chiffre tellement il était énorme, mais je crois que c'est 35 000 nouveautés l'année dernière en jeunesse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 35 000. C'est de la folie, c'est énorme. Donc oui, vous avez raison, c'est bien de parler des livres sur la durée. Et je crois que c'est une des forces d'ailleurs des maisons d'édition indépendantes qui produisent moins et qui donc s'occupent mieux qui défendent leurs livres pendant longtemps. Et ça, oui, j'en suis très heureux que mon éditeur continue encore à se consacrer à mon livre, parmi d'autres évidemment. Et ils ont eu la sagesse aussi de publier le roman en janvier avec la rentrée littéraire d'hiver, parce que ça aurait été du suicide de le sortir en septembre ou en octobre. Avec la rentrée littéraire de septembre. Oui, la concurrence est beaucoup plus rude. Lors de la remise de prix, de la cérémonie du 28 novembre, vous avez été interviewé par une journaliste qui s'appelle Isabelle Motro. Donc avant même que je vous pose moi-même des questions sur le livre, je vais lui laisser la parole et on va permettre à nos auditrices et auditeurs d'écouter cet entretien. Car Isabelle fait déjà le pitch du livre, elle fait une grande partie de mon travail, et je la remercie. Et on se retrouve après cet extrait avec d'autres questions, bien sûr. Alors je vais me livrer d'abord à l'exercice compliqué du pitch. Donc la vallée des Lazars. Alors il faut dire la vallée des Lazars, c'est une vallée à la frontière du Maroc, dans laquelle le héros du roman Amir Hayami, qui est un jeune homme de 20 ans, revient après 6 ans d'absence. Alors Amir, il est né en France, mais il connaît bien la vallée des Lazars, qui est le berceau en fait de sa famille. Et il revient à l'occasion d'un mariage.
Jusque-là, tout va bien. Mais cet été-là va être celui de bien des découvertes pour lui. On va le voir tout au long du roman. Des épreuves même, des apprentissages. Il va, entre autres, revoir un cousin qu'il croyait être un héros et le voir d'un tout autre regard. Il va comprendre à la fois mieux la beauté, l'aridité, la vie, de la vie et des traditions de cette vallée magnifique. Et il va rencontrer l'amour, la trahison. C'est donc à la fois un récit initiatique, un roman d'aventure haletant, une histoire d'amour incandescente à la Roméo et Juliette. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a tellement de choses dans votre roman. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que c'est complet, oui. Alors, je vais passer tout de suite à la première question. Alors, déjà pour vous situer, Soufiane Gallois, vous êtes professeur de français en région parisienne. C'est votre premier roman. Et c'est sans doute pas le dernier. C'est une notation personnelle. Comme souvent pour les premiers romans, on suppose qu'il y a un petit peu d'autobiographie, évidemment. En tout cas, l'impression qui se dégage de ce roman, entre autres, parce que comme je le disais, il y a énormément de thèmes et de domaines qui sont traités. Mais c'est quand même ce qui se dégage, une volonté d'expliquer au plus près, au plus intime, à mon avis, de la sensation, de la complexité d'appartenir à deux cultures, et particulièrement cette obligation qu'il y a de s'adapter en permanence, s'adapter dans le pays où on vit et dans le pays où on va, quand on revient à celui des origines de sa famille. Alors on ne sait pas si c'est une richesse ou une douleur. Je pense que c'est les deux. C'est une douleur parce que ça demande un travail, ça demande un travail sans cesse répété, parce que le narrateur donc va dans cet endroit tous les étés lorsqu'il est adolescent jusqu'à ses 15 ans, et ensuite il y retourne. Et vu qu'il y retourne tous les étés, à chaque fois c'est un travail qu'on refait, qu'on doit refaire, parce qu'on oubliait énormément de choses, ne serait-ce que la langue par exemple. La langue s'efface en quelques mois, on oublie quelques mots, on oublie des expressions, et il y a une nouvelle adaptation à chaque fois. Et on a un accent en plus. Oui, et en fait, il y a, avec la langue, tout vient, en fait, l'accent vient, la manière de penser vient, la manière de penser change avec la langue, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de beaucoup travailler sur l'idée de traduction des personnages qui utilisent des expressions qui sont pas forcément dans notre langue. Et je voulais qu'on voit cette traduction, en fait. Cette traduction qui est à la fois un repère et en même temps quelque chose qui est susceptible de séparer les gens, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Oui. Et il y a évidemment, le narrateur à 19 ans, il est encore très jeune, et il a peur de prêter le flanc aux moqueries aussi, parce qu'il n'y a pas d'initiation. La seule initiation qu'il y a, c'est celle que lui offre son cousin, qui tarde à venir dans le roman. Et c'est aussi pour ça que son cousin est aussi important, c'est aussi pour ça qu'il aime autant son cousin, c'est parce que son cousin ne le traite jamais en étranger. Et alors que pour tout le reste, il est un invité. Oui, il est devenu un invité en fait étranger à cette famille, qui est quand même une famille qui garde beaucoup les traditions, voilà. Donc on est vite en dehors quand même. Oui, en fait, c'est un endroit qui est inspiré d'un endroit qui existe, mais je voulais vraiment que ce soit un endroit très romanesque. Le véritable endroit, j'y allais chaque été quand j'étais jeune et adolescent, et je trouvais cet endroit très romanesque, justement. Je me suis nourri de cet endroit et je voulais en faire une scène où il peut se passer énormément de rebondissements, énormément de choses romanesques. Je vais encore utiliser ce mot parce que mais c'est exactement l'impression qui se dégage quand on lit le roman. C'est un roman romanesque, un roman d'aventure. Ouais. Et cet endroit, vous l'avez dit, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est coupé. C'est une sorte de no man's land. C'est une vallée coupée du reste du pays. Il faut le décrire un peu, parce que vous faites des descriptions extraordinairement belles, qui est difficile. L'exercice de la description de paysage n'est pas facile. Et quand on vous lit, on sent les odeurs. Alors, pour la description, j'ai utilisé des points de vue. En fait, c'était une méthode. J'ai utilisé des points de vue. Ça
permettait de mieux voir la vallée. J'ai piqué une expression à mon père aussi. Je parlais de traduction tout à l'heure. L'expression dans le texte, c'est le personnage surplombe la vallée, il est dans un point en hauteur, un point de vue en hauteur, et il dit que on peut étendre nos yeux comme on étend nos jambes après une longue journée de travail. Il y a le même bien-être à étendre ses yeux en regardant à l'horizon. Et c'est une expression que j'ai piquée à mon père et qui est, pour le coup, qui est pas en français à l'origine. Mais c'est une expression courante en arabe. Ah non, c'est juste la poésie de mon père, hein, et je l'ai traduite et je trouvais que ça fonctionnait parfaitement parce que ça donne une sensation, oui, c'est une sensation de voir... Oui, mais c'est ça, on comprend très bien. Effectivement, cette sensation, ce plaisir qu'on a à découvrir un paysage vaste et varié en même temps. Oui, c'est montagneux, c'est rocheux. Il y a de la végétation et j'ai aimé énumérer des noms d'arbres qui peuvent faire rêver un peu. Alors, moi je parlais de la description des paysages, mais il y a énormément de personnages aussi dans ce roman. Et alors, une des particularités et le charme de ce roman, c'est le mélange des genres. Alors, on parle même dans la presse de western à propos de votre livre, mais c'est aussi un récit très intimiste, puisqu'il y a, vous l'évoquiez, toute cette description des sensations du narrateur qui revient et qui se pose beaucoup de questions sur sa place dans la famille et dans le monde même, finalement. Et puis, c'est aussi une histoire d'amour. Est-ce que c'était un choix dès le départ, ce mélange des genres, ou est-ce que c'est une sorte de recette de se dire chaque genre va nourrir l'autre, ou est-ce que finalement vous n'avez pas réussi à trancher ? Je pense que chaque genre nourrit l'autre et chaque élément en amenait un nouveau. En fait, l'endroit permettait le western. Et cette géopolitique des deux familles qui sont l'une face à l'autre aussi. Oui, il y a une histoire de deux familles rivales. C'est pour ça que je parlais de Roméo et Juliette tout à l'heure, qui se haïssent. On ne sait plus très bien pourquoi d'ailleurs. Depuis, on ne sait pas, des siècles peut-être. Et oui, et donc les rapports entre ces deux familles amènent aussi le côté western. Et sachant que le narrateur a 19 ans, je voulais parler d'une histoire d'amour parce qu'il a 19 ans et parce que c'est un endroit aussi où le mariage est très important. C'est un roman familial aussi, et les familles, il y a, comment dire, deux choses importantes dans les familles, les mariages et les naissances, trois choses, les mariages, les naissances et les morts. Et les morts, oui. Il y a aussi une histoire de mort. Il fallait, ça vient avec l'histoire de famille. Donc, avec les thèmes traités, venaient plusieurs éléments comme ça. Alors, parmi ces éléments, justement, et qui sont au cœur de ces éléments, ce sont les femmes. Alors, c'est très intéressant votre façon de décrire ces femmes, parce que elles sont à la fois tout à fait dominées par des traditions tout à fait patriarcales qui sont encore en vogue, on va dire, lorsque vous écrivez ce roman. Et en même temps, elles sont très puissantes, ces femmes. Donc c'est un mélange fascinant, en fait, qui donne lieu à des personnages aussi attachants que fascinants, de femmes très particulières. Alors oui, sachant que c'est un roman familial, il y a les générations, et donc je pouvais parler de plusieurs personnages féminins dans plusieurs générations différentes. Et dans ces familles, c'est des matriarcats en fait. Les deux familles sont... À la tête de ces deux familles, il y a des femmes. Et c'est... Je me suis inspiré de quelques personnes qui existent, mais en vérité, je trouvais ça beaucoup plus intéressant à traiter que... C'était plus intéressante que les personnages masculins qui pouvaient être tête de ces familles-là. Oui, du coup, ça génère effectivement des surprises aussi, parce qu'il y a des retournements de situation du fait que ces femmes qui normalement ne devraient pas avoir voix à la parole, enfin, c'est ce qu'on croit, nous, lecteurs, finalement. Il s'avère que pas du tout. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut lire le livre. Alors, écoutez, en fait, j'avais plein d'autres questions à vous poser, mais le temps passe. Alors, je voulais vous parler des paysages. On l'a fait, du curieux mélange entre la
la haine ancestrale et le sens de l'hospitalité traditionnelle qui sont aussi forts l'un que l'autre, mais j'aurais pas le temps. Et donc, il y a quand même une question que je veux vous poser. C'est, est-ce que vous avez conduit cette vieille Renault 12 verte ? J'ai été conduit plutôt dans cette Renault. Elle existe. La Renault 12 bleue, si je me souviens bien. Et oui, c'est chaotique c'est chaotique et c'est une aventure. Oui. Nous sommes de retour après cet extrait pris en direct donc, lors de la cérémonie du 28 novembre du prix hors concours. Donc, Isabelle mentionnait des questions qu'elle n'avait pas eu le temps de vous poser, parce qu'il y avait un timing aussi très précis de cette remise de prix. Et précisément, moi c'est un point qui m'avait beaucoup intéressé, c'est cette question de l'hospitalité. Alors, je ne vais pas redire tout ce que vous venez de nous dire, mais effectivement, donc, il y a deux familles rivales dans la fameuse vallée des Lazars, qui s'entendent pas très très bien, mais malgré tout, on est vraiment surpris en lisant le roman de cette valeur, je ne sais pas comment la qualifier, d'hospitalité qui fait que même quand on se déteste, on se reçoit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? En construisant cette vallée, je voulais que cette vallée ait une vie propre, et pour avoir une vie propre, il fallait qu'elle ait aussi sa propre échelle de valeur. Et il y a une vie sociale dans cette vallée, et cette vie sociale repose en priorité sur l'hospitalité. Ce qui est dit à plusieurs endroits, c'est que cette hospitalité leur permet de coexister, parce que c'est quelque chose qui transcende les haines et les conflits. Et au-delà de ça, je me suis inspiré de certaines choses que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune, et que l'hospitalité dans cet endroit du monde, c'est quand même quelque chose de très important. Et je sais que quand j'étais ado et révolté, je trouvais que c'était l'hypocrisie d'être aimable et poli et avec des gens qu'on est plus ou moins. Mais finalement, dans ce roman, en tout cas, j'ai trouvé intéressant de parler de ça comme de quelque chose de positif, quelque chose qui est un haut degré de civilisation, en fait. La civilisation, c'est le fait de coexister avec son voisin. Et ça marche très bien avec cette idée d'hospitalité, en fait. Ça fonctionne parfaitement avec cette idée d'hospitalité. Le fait qu'il y ait cette hospitalité, elle se manifeste par des coutumes, des coutumes. Si un invité arrive, dans tous les cas, on va le nourrir, on va lui servir le thé, etc. Même si on le déteste. Et il y a cette scène où un membre de la famille Ogbani arrive chez les Ayami et il est traité comme un roi, alors qu'ils sont en conflit ouvert. Oui, moi j'aime beaucoup cette idée, et ça m'a fait penser, en fait c'est quelque chose qui existe dans tout le bassin méditerranéen, si j'ose dire. Je sais en Corse c'était très important, mais je sais que chez les Grecs, les anciens, Grecs anciens. Parce qu'aujourd'hui c'est autre chose peut-être, mais voilà, la notion d'hospitalité, on recevait déjà, on accueillait les gens. Alors après ça peut poser problème quand on enlevait une femme par exemple, référée à la guerre de Troie, etc. Mais enfin il y a toujours c'était une valeur religieuse chez les Grecs anciens, oui. En ce moment, je suis en plein dans la métamorphose de vide avec certains de mes élèves, et il y a ce mythe de Philémon et Baucis qui sont récompensés par Jupiter, parce que c'est la mythologie latine, mais on sait que la mythologie latine a tout copié sur la mythologie grecque, récompensés par Jupiter parce qu'ils l'ont reçu avec hospitalité. Vraiment, j'ai l'impression que c'est tellement ancien comme valeur que c'est vraiment un des socles de la civilisation partout dans le monde finalement, et beaucoup en Méditerranée. Donc écoutez bien, c'est une leçon aussi pour aujourd'hui. Faire en sorte que les gens se parlent, déjà l'hospitalité c'est pas mal. Commencer à se parler avant de se taper dessus. Alors il y a une deuxième valeur qui m'a intéressé, je reste sur les valeurs, puisque dans ce livre c'est celle de je sais pas, Nia. Ah oui. Alors ça c'était le personnage du cousin, je pense. Oui, le narrateur a l'impression que le cousin manque un peu de cette Nia. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, donc c'est un mot de dialecte marocain, et c'est un mélange à la fois de bienveillance et d'innocence. C'est le fait de ne pas penser à mal, en fait, de penser d'avoir le bon soupçon sur autrui, et
Voilà, ce serait ce mélange-là, en fait, de la bienveillance et de l'innocence. Et c'est quelque chose qui est très important dans cet endroit du monde, dans la vallée des Lazars. C'est quelque chose qui est très important et c'est une valeur extrêmement importante, oui. Qui n'est pas partagée par ce cousin, parce qu'il y a aussi... Bon, ça me permet de parler d'un des thèmes importants du livre aussi, où le narrateur vient d'Europe, et son rapport, ça conditionne entièrement son rapport avec tous ceux qui ont plus ou moins son âge. Son rapport avec les adolescents, et quand il était plus jeune, son rapport avec les enfants. Il y a toujours une forme de distance, parce que il y a cette peur d'avoir des rapports par intérêt. Il y a cette peur qu'il y ait de l'intérêt de la part des gens qui habitent là-bas, ou de la méfiance de la part de celui qui vient d'Europe, en fait. Oui, qui voudrait l'exploiter, oui, bien sûr. Plus riche. Oui, c'est ça, il y a cette idée qu'il est plus riche, et donc, oui, l'exploiter, c'est ça. Il y a aussi un vécu différent en grandissant en France. On vit quand même dans des conditions qui sont extrêmement favorables. Et grandir là-bas, ça fait grandir très vite. Et un adolescent a peut-être vécu d'autres épreuves, notamment le cousin, et donc peut parfois manquer de cette innocence parce qu'il aura vécu des épreuves qui l'auront rendu un peu plus intéressé parfois, ou un peu plus pragmatique. On n'est pas très pragmatique quand on est enfant, souvent ici. On grandit on est assez protégé. Oui, dans un cocon. Oui. Et c'est quelque chose qui manque parfois là-bas. Et donc, ça me permettait de parler de ça. Et ce cousin manque un peu de cette valeur-là pour le narrateur, en tout cas. Et le narrateur, est-ce qu'il a d'une IA suffisamment, lui ? Le narrateur... Il a une vision assez pas cynique, peut-être, mais non, assez analytique. On va dire. Alors, le narrateur, normalement, il n'en manque pas parce qu'il est un peu ahuri, le narrateur. Il va même... Il débarque. Oui, il débarque, il est un peu ahuri, il est assez naïf, finalement. Il est assez naïf vis-à-vis de son cousin, et c'est un apprentissage où il se rend compte de certaines choses sur son cousin. Mais au début, il est assez naïf. Et il y a malgré lui, il y a une forme de pragmatisme où il n'arrive pas à oublier que son rapport aux autres est conditionné par le fait qu'il vient d'Europe. Et donc, à la toute fin, son rapport avec le personnage féminin de Feyrouz, il n'arrive pas à oublier que son rapport sera conditionné par ça. Tout le roman, il y aura une sorte de perte de son innocence. Ah oui. Une initiation, d'une certaine manière. C'est un roman d'apprentissage, d'une certaine manière, oui. Alors, avec Isabelle, là, vous avez mentionné une méthode, mais sans développer, sans nous dire ce que c'était vraiment, pour les paysages, parce qu'elle vous interrogeait sur la description des paysages, et vous avez dit que vous avez utilisé une méthode des points de vue. Mais je voulais juste savoir, même si j'ai eu une idée comme ça, je me dis, oui, ça doit être... mais qu'est-ce que c'est, en fait, la méthode des points de vue? Pour décrire ces paysages, il fallait que je trouve un personnage qui puisse incarner le point de vue du lecteur, et pour que le lecteur puisse être touché de la même manière que le personnage. En fait, je voulais pas décrire un paysage de manière désincarnée. Et donc, je partais toujours d'un ressenti. Pour décrire, je partais toujours d'un ressenti d'un personnage. Ça me permettait de rendre le paysage beaucoup plus vivant et plus vivant, c'est ça. Plus vivant. Ah oui, donc c'est le point de vue d'un personnage dans le roman. Oui, et ça permettait d'incarner beaucoup de choses. Donc je partais du point de vue d'un personnage, et donc c'était un point de vue aussi physique, où il fallait que le personnage soit un peu en hauteur pour avoir une vision d'ensemble. J'aime beaucoup, tout le monde aime, j'imagine, c'est toujours beaucoup plus beau de voir un paysage d'en haut, sachant que c'est une vallée. J'ai plein de souvenirs de cet endroit où la vallée s'étend sous nos pieds, et à plusieurs dizaines de mètres en contrebas, et c'est toujours magnifique à voir. Et donc c'était un point de vue, il y avait une polysémie, c'était le point de vue du personnage et le point de vue aussi physique. Voilà. On avait déjà dit donc, que c'était à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, et il y a quelque chose qui vient créer un peu de tension, puis de drame dans l'histoire, c'est l'histoire de Trabendo. Qu'est-ce que c'est le Trabendo? Alors c'est de la contrebande, donc ça dérive de l'espagnol, parce que c'est un dialecte qui se nourrit de français, d'espagnol, de berbère et d'arabe. Et Trabendo, c'est la contrebande, et c'est toute une économie locale
où des gens traversent la frontière pour aller pour aller vendre des marchandises d'abord marocaines en Algérie et pour aller chercher des marchandises algériennes au Maroc. Et notamment en Algérie, ils vont souvent chercher de l'essence, beaucoup moins cher, et des cigarettes et plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose qui a nourri mon imaginaire quand j'allais là-bas et que j'étais adolescent, parce que contrebande, rien que le mot, en fait, ça faisait roman d'aventure et ça faisait piraterie, en fait. C'était des pirates pour moi. Et ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi. Et ils traversaient dans des vieilles voitures, des Renault 18, des Peugeot 505. Ils traversaient la frontière comme ça, ils allaient à 150 km/h. Et bon, j'avais du mal à croire que ces voitures roulent encore et puissent rouler aussi vite. Et donc, il y a toute l'économie de cet endroit, qui est comme un no man's land entre deux pays, dépend de la paysannerie et du trabendo. Notamment le trabendo qui les nourrit en essence. Et pour moi, c'était vraiment l'aventure. C'était des gens qui voyageaient, en fait. Et alors, c'est vrai, Isabelle rappelait qu'on avait pu dire qu'il y avait un peu de western. Voilà, qu'il y a eu beaucoup de choses dans votre roman, mais qu'il y avait un côté western. C'est peut-être plus un côté road movie, alors à l'américaine, qui serait le western d'aujourd'hui, non ? Je vois les deux, hein, je vois les deux. Le côté road movie, j'aime bien parler de ces voitures, alors que, bon, personnellement, j'ai pas le permis, hein, mais le côté road movie, parce que c'est le voyage aussi, je voulais que mon personnage puisse aller, le personnage du cousin, hein, aller vers l'Est. Quand on parle de voyage à cet endroit, très souvent, on parle d'aller vers le Nord. Je voulais que mon personnage aille vers l'Est et aille voir ce qu'il y a à l'Est. Et je trouvais ça très intéressant. Bon, quand j'étais enfant, j'avais un grand-oncle qui était allé... il devait aller jusqu'au Moyen-Orient. Il était allé en stop. Il était allé en stop et ça m'avait impressionné. Et donc oui, road movie, parce que je voulais un personnage qui voyage, un personnage qui s'en va pour parler aussi de cet exil. Et western, parce que le paysage s'y prête. Le paysage, les deux familles qui se haïssent, c'était forcément... Je suis sûr qu'il y a des westerns qui ont été tournés là-bas, non, d'ailleurs ? Enfin, peut-être. Alors, plus au sud, c'est sûr. Plus au sud du Maroc, oui. Mais cet endroit est encore très préservé. On va encore une fois bénéficier donc de la cérémonie du 28, parce que sur scène, il y avait un comédien qui lisait des extraits. Et je voudrais que vous nous situiez donc, l'extrait que je vais passer maintenant, qui est lu par le comédien. Alors, c'est l'incipit du roman. C'est les 2 premières pages. Un vieil homme s'adresse à sa petite fille. Un vieil homme s'adresse à sa petite fille et il lui parle d'identité et il lui dit qu'il va lui raconter une histoire qui est fondamentale pour l'identité de sa famille, et en fait pour maintenir ce souvenir, et donc il va lui raconter l'histoire du personnage de Haroun Ayami. Et en fait, pour l'anecdote, ce récit cadre avec le vieil homme qui raconte à la petite fille, c'est une idée qui m'est venue assez tardivement, mais c'est grâce à cette idée que j'ai réussi à finir le livre, parce que j'avais plusieurs scènes comme ça, j'avais rien pour les relier, et j'ai pensé à cette scène-là en lisant Léon l'Africain d'Amin Malouf, où au tout début, il y a un marchand qui se retourne sur sa vie et qui s'apprête à se souvenir. Et en fait, j'ai écrit cette page et ça m'a beaucoup aidé. C'était un socle sur lequel j'ai pu construire tout le reste, parce que le fait que ce soit un vieillard qui raconte, ça me permettait d'avoir une distance temporelle aussi du narrateur et un recul qui donnait une esthétique qui me convenait parfaitement. C'est grâce à ça que j'ai trouvé le ton pour écrire ce livre, en fait. Très intéressant. La lecture est faite par David Sidibé et on lui laisse la parole. Si toute généalogie prend la forme d'un arbre, la tienne commence par une bouture. Ton arrière-grand-père a quitté son Maroc natal à 19 ans. Il est arrivé en France au début des années 60, vite rejoint par son épouse. J'ai été leur seul enfant, héritant des racines, mais planté dans un terreau nouveau. Mes parents ont mis un point d'honneur à m'apprendre l'arabe de leur jeunesse. À ma grande honte, je n'en ai pas fait autant avec ta mère. Elle ne parle pas arabe, elle est allée une poignée de fois au Maroc. Et toi, à 20 ans, tu n'en connais ni la langue, ni le climat, ni les visages. Entre la bouture et les bourgeons récents, plus d'un demi-siècle d'écart et des branches
au tournant inattendu. Nous étions une famille d'exilés. Ce n'est pas le cas pour toi. Aujourd'hui, fille de ma fille, tu es d'ici et tu appartiens à cette terre. C'était inévitable, je m'en rends compte maintenant. Puis-je te forcer à ressembler à mes parents, toi qui es né des décennies après leur arrivée? Puis-je te reprocher de ne connaître ni leur langue, ni leur famille? Aujourd'hui, pendant que j'attends le jour qui me fera retourner pour la dernière fois sur la terre de mes ancêtres, j'ai cette pensée que dans 30 ou 40 ans, mes descendants me seront parfaitement étrangers. L'identité qu'on m'a inculquée et que j'aurais pu transmettre à ta mère sera perdue. Les terres d'origine s'oublient, les dynasties s'exilent, et si l'on n'y prend pas garde, très vite, rien ne subsiste de nous, ni de nos parents. Aussi, j'ose un dernier effort. Je m'offre une pause dans cette course de l'oubli pour te raconter une histoire. Et tu en feras de même à ton tour, un jour où tu auras mon âge. L'histoire d'une famille ne peut se contenter d'un seul récit, alors je te charge de questionner ta mère, de lui demander toutes les anecdotes qu'elle connaît sur nous. Pour ma part, je t'en raconte une qu'elle n'a jamais entendue, celle que je préfère. Je l'ai soigneusement choisie parce qu'elle contient toute l'essence de la famille de mon père. L'histoire d'Haroun Ayami. Je vis Haroun pour la dernière fois l'été de mes 20 ans. À cette époque, à cause du travail de mon père et du divorce de mes parents, je n'étais plus allé au Maroc depuis 6 années. Je finis par m'y rendre avec mon père, dont le retour au pays était devenu urgent. Il devait régler des affaires concernant un terrain hérité et retrouver sa sœur, ainsi que sa nièce qui allait se marier. J'appréhendais ce séjour. J'avais peur de ne plus savoir assez bien parler l'arabe. J'angoissais à l'idée de revoir mes oncles, tantes et cousins, et surtout, j'étais terrifié par mes retrouvailles prochaines avec Haroun, né le même jour et la même année que moi, mon jumeau, ou mon cousin préféré, comme j'aimais à l'appeler lorsque je parlais de lui à mes amis d'ici. L'expression n'avait plus beaucoup de sens. Je ne le connaissais plus réellement à cette période. La dernière fois que je l'avais vu, nous étions des enfants encore, nous avions 13 ou 14 ans. Les gens changent beaucoup en 6 ans à cet âge-là. J'avais quitté un enfant. Je m'attendais à retrouver un adulte. Donc nous sommes de retour après cette lecture. Merci encore à David Sidibé. Alors on a déjà parlé beaucoup du livre, donc je pense qu'on va laisser maintenant à nos auditeurs et nos auditrices le plaisir de la découverte en lisant le livre. Et moi j'aimerais revenir avec vous sur avant même. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre? Parce que c'est pas une activité banale d'écrire un livre. Ça remonte à l'adolescence et je ne sais pas exactement, je lisais beaucoup de livres, j'aimais ça. Et il y a un moment où j'ai eu cette inconscience de me dire mais ça doit être génial d'écrire un livre. Et ça a commencé comme ça pendant l'adolescence. Très tôt, j'ai su que c'était pas un métier sur lequel on pouvait vivre la plupart du temps. Et donc, je savais que j'allais faire des études et chercher une carrière à côté. Mais je savais qu'à un moment, je voudrais écrire des livres. Et donc, j'écrivais des petits textes pendant mon adolescence. À 19 ans, j'ai écrit, je me souviens, j'ai fini un roman quand j'avais 19 ans. C'était très, très mauvais. Et j'ai continué comme ça jusqu'à écrire celui-ci, qui était un peu meilleur. Alors, j'ai pas lu le premier. Celui-ci est très bon. Comment... parce que donc, effectivement, vous travaillez, vous êtes professeur, c'est ça?
Comment vous trouvez, c'est quoi votre méthode? Comment vous faites pour... vous avez un rendez-vous régulier avec l'écriture? C'est quoi? C'est tous les jours? Comment ça se passe, cette chose-là? Alors c'est le matin quand je peux, donc les jours où je commence l'après-midi, ça va être le matin, et les jours où je ne travaille pas, ça va être le matin. Vraiment, moi la plupart du temps c'est le matin. Je me réveille, je lis et j'écris. C'est ce que je préfère faire, et j'aime bien mon métier, j'aime bien le faire l'après-midi et écrire le matin. Ça m'est arrivé d'écrire le soir tard aussi, mais je sais que je suis pas quelqu'un de très discipliné, mais l'écriture c'est quelque chose que j'ai gardé depuis mon adolescence, et j'arrive pas trop à ne pas le faire, j'arrive pas trop à m'arrêter. J'ai toujours besoin de cette... alors que je n'ai aucune rigueur par ailleurs, hein, j'ai toujours besoin de cette hygiène de vie, de me réveiller le matin et lire en prenant un café, lire et écrire ensuite. J'ai toujours besoin de faire ces deux choses-là. C'est la seule hygiène de vie que j'ai qui reste et qui est rigoureuse. Donc c'est vraiment un rituel. Oui. Sachant que c'est ritualisé avec... peut-être que c'est comme ça que ça marche, peut-être que c'est comme ça que j'arrive à garder cette rigueur, c'est que c'est ritualisé dans un contexte où d'abord je commence à lire, et parfois je vais lire le journal, et ensuite ça vient, ensuite j'écris. Mais est-ce que ce que vous lisez... influe ? C'est une sorte d'éponge comme ça ou ça va vous influencer? Pendant un moment, ça l'a été beaucoup trop. Maintenant, ça ne l'est... Bon, je peux pas dire que ça ne l'est plus parce que ce serait prétentieux, on est toujours influencé d'une manière ou d'une autre. Mais j'arrive maintenant plus ou moins me nourrir un peu et en même temps faire un peu de moi, et voilà. Mais pendant un moment, je sais que j'étais une éponge et que c'était mauvais. J'imagine que c'est comme ça qu'on en vient à écrire. Il faut être une éponge jusqu'à ce qu'on arrête d'être une éponge et qu'on arrive à faire quelque chose qui nous appartienne. Oui, sauf si on veut faire un pastiche ou vraiment calquer. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que pour la vallée des Lazars, sans évidemment parler de pastiche, est-ce qu'il y aurait des inspirations ou des choses qui ont nourri Oui. Déjà, je l'ai déjà dit, la première page, Léon l'Africain d'Amin Malouf. Quand j'étais étudiant, j'ai été très favorablement impressionné par les romans d'Albert Cohen. Et sachant que je sais... Souvent, c'est un roman, et ça a été le sujet de mon mémoire quand j'étais à la fac, souvent, ces romans, on les aime quand on est jeune, vraiment jeune, et ensuite, on a un peu plus de mal. Mais son premier roman, qui s'appelle Solal, est fantastique dans la mesure où j'ai jamais lu un seul autre livre qui parle aussi bien de l'exil. Et si je devais trouver une source d'inspiration, ce serait ça. Ce serait le premier roman d'Albert Cohen, pas Belle du Seigneur, le premier roman Solal, avec cette idée d'exil et d'un personnage plus ou moins inadapté. Et là, je parle du personnage du cousin. Voilà, ce serait ça. Et après, d'autres, j'imagine, c'est sûr, d'autres inspirations ailleurs, mais je ne saurais pas les nommer. Et alors, toujours sur la question des livres des autres, est-ce que vous auriez des conseils de lecture, de choses que vous aimez? Alors, particulièrement, on peut parler de livres de chevet, ou de lecture récente, peu importe. Il y a un livre dont je parle assez souvent, et c'est très récent, c'est les romans de Donna Tartt, qui a eu le Pulitzer en 2014. Son premier et son troisième roman, donc le troisième a eu le Pulitzer, sont absolument fantastiques, et je sais que son premier roman, je le relis. J'aime beaucoup relire les livres, et son premier roman, je le relis très régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il s'appelle Le Maître des Illusions, et voilà, je citerai Donna Tartt. On en a parlé en tout début de podcast, c'est de votre éditeur, donc les éditions Haïk Bulot. Comment s'est fait la rencontre avec cette maison? Comment vous leur avez proposé Je leur ai envoyé par mail, et ils ont répondu favorablement au bout de quelques mois. Ils l'ont lu et ils m'ont contacté. Et c'est la première fois qu'ils publient un roman qu'ils ont reçu par la poste ou par mail.
Et c'est, à ma connaissance, pour le moment, c'est le seul roman qu'ils aient publié de cette manière-là. Parce qu'Agulot fait beaucoup de traductions et aussi a publié des livres d'auteurs qui ont déjà publié ailleurs. Tout le plus simplement du monde par mail. Et c'est tellement difficile d'être édité, de trouver un éditeur. Et justement, beaucoup de chance. Comment vous avez repéré cette maison ? J'ai cherché plein de maisons et je vais être très très honnête, ils reçoivent par mail et ça coûte toujours cher d'imprimer des manuscrits. Il y a des maisons qui ne reçoivent pas par mail et donc je leur ai envoyé par mail en voyant aussi, je suis allé sur leur site quand j'ai découvert Agulot, je suis allé sur leur site et leur devise c'est abolir les frontières. Oui. Et donc ça collait parfaitement avec mon roman. Parce qu'on le sous-estime beaucoup, mais en vérité, la ligne éditoriale de la maison d'édition est quand même extrêmement importante. C'est pas juste une... Parce qu'avant Agulot, je me disais que c'est très abstrait, une ligne éditoriale. Bon, là, abolir les frontières, je me suis dit que ça fonctionnait parfaitement avec mon roman, et il s'avère que oui, ça a marché. Voilà, je me suis décidé en voyant leur devise, en lisant leur devise. Mais je crois que c'est très important, effectivement, parce que... Comme ce podcast donne des conseils aussi aux gens qui ont peut-être l'ambition de se lancer, il faut vraiment faire ce travail, je pense, de bien regarder. Alors moi, ce qu'on dit souvent en général, c'est voilà, si vous avez un livre justement auquel vous vous identifiez d'une certaine manière, vous pouvez déjà voir qui l'a publié et voir ensuite si cette maison effectivement a une ligne qui semble correspondre à ce que vous-même avez écrit. Enfin voilà, c'est un vrai travail d'identification, mais... Et ça demande beaucoup de persévérance. C'est très difficile d'être publié. Et voilà, il ne faut pas se décourager. Même si, alors, on commençait le podcast comme ça, on a dit qu'en France, on publie pas mal, y compris des premiers romans et des nouveaux auteurs. Donc c'est à la fois une chance, puisque voilà, pas mal de gens ont leur chance, et puis c'est aussi... une concurrence, et puis il faut trouver la bonne personne pour vous accompagner. Et donc avant même, alors je reviens encore un tout petit peu en arrière, on fait des bonds dans le passé, en avant et en arrière. Avant de dire, bah voilà, ça y est, le manuscrit est terminé, est-ce que vous l'avez fait relire ? Non. J'ai un entourage qui lit assez peu. J'ai 2 amis qui l'ont lu, c'était mes 2 premiers lecteurs, et je les remercie d'ailleurs à la fin du livre. Honnêtement, j'aimais bien le résultat et je savais qu'il était présentable de cette manière-là. Et non, je l'ai présenté à personne en dehors. Et avec l'éditeur ou l'éditrice, en l'occurrence, vous avez eu un échange sur des modifications ou comment ça s'est passé, le travail de valorisation éditoriale, on va dire ça comme ça. Valorisation éditoriale. J'étais très heureux du travail de valorisation éditoriale, justement. Moi, j'avais aucun point de comparaison. Mon éditrice m'a dit qu'il y avait très peu de changements à faire, mais il y en a eu. Le début a été allégé pour qu'on entre plus rapidement dans le livre. Le début a été allégé et ensuite des petites corrections sur des répétitions, des corrections de style, ce genre de choses, sachant que donc mon éditrice m'a renvoyé le livre avec ses corrections. Et j'ai doublé les corrections. En fait, c'est comme si elle m'avait donné des lunettes pour mieux voir. À partir du moment où j'ai vu ces corrections à elle, j'ai pu avoir un regard un peu neuf sur mon manuscrit et donc corriger de moi-même plein de choses. Et il y a eu ces différences-là. Et c'était une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. C'est un travail qui est très important, le travail éditorial. D'ailleurs, le titre, c'était votre titre ? Justement... À l'origine, le roman s'appelait Trabendo. Et j'ai changé le titre juste avant de l'envoyer à Agulot. Et mon éditrice m'a dit, mais c'est très bien comme ça, La Vallée des Lazars, ça marche bien comme titre. Et il y a cette figure de Lazare qui nous vient à l'esprit aussitôt. Et c'est un personnage à part entière, la vallée, c'est le personnage central. C'est le personnage qui relie absolument tous les autres personnages. Et donc, bien m'en a pris d'avoir changé le titre. Et c'est presque une frontière, alors c'est pas tout à fait la frontière, la vallée. Oui. C'est pas loin. Ouais. Pour se quitter, j'ai une question un peu rituelle, puisque là on a déjà évoqué pas beaucoup de choses.
Et encore une fois, là, j'invite tout le monde à aller lire le livre. Mais je pose toujours cette même question, c'est si quelqu'un justement qui souhaite se lancer dans l'écriture vient vous voir en disant alors comment t'as fait et qu'est-ce que tu me conseilles, quel serait votre conseil, le conseil? Bon, le premier conseil évidemment c'est de lire et d'écrire, et ça tout le monde le dit, lire et écrire très souvent, mais j'ajouterais que se connaître autant que possible pour réussir à construire quelque chose de cohérent. Et en même temps, c'est assez paradoxal, hein, il faut se connaître pour faire quelque chose qui nous ressemble, et en même temps s'éloigner de son texte, parce que notamment, les premiers romans, souvent, c'est des autobiographies cachées, et essayer de s'éloigner autant que possible, si on veut écrire un roman en tout cas, essayer de s'éloigner autant que possible de soi-même et de ses goûts, pour éviter les pièges de réécrire son roman préféré, réécrire un roman de son auteur préféré, tout ça. Et donc il y a oui, ce sera un conseil double un peu paradoxal de se connaître assez pour écrire un roman qui nous ressemble et en même temps faire quelque chose d'assez éloigné de nous pour que ce soit un roman qui existe seul, qui ait sa propre existence. Très bon conseil. Je vais rappeler une dernière fois le titre de votre livre « La vallée des Lazars » aux éditions Agulot. Merci Soufiane Kaloua. Merci beaucoup. Et puis au prochain livre. Eh bien, j'espère. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.